Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc de quelque chose qui n'a rien à voir avec la microbiologie, parlons de vampires. Get in. Vous connaissez les vampires. On a Dracula, on a Renfield, on a Nosferatu, on a l'autre truc qui brille là. Mais si je vous disais que dans la nature ça existe, et non je ne parle pas de chauve-souris, parce que les bactéries également ont leur vampire. Tout est comparable à une bactérie, tout. Vampiro vibrio est un cocci, c'est-à-dire, avant je vous ai parlé de Bdello vibrio, qui est un vibrio, donc une espèce de grosse saucisse, et là on va parler d'un cocci, donc d'un coq, qui est un rond. C'est une bactérie gram négatif qui mesure entre 0,3 et 0,6 micromètres, ce qui est très petit. C'est la moitié de la taille standard d'une bactérie, voire même le tiers. C'est vraiment très petit. Ne vous inquiétez pas que Vampirococcus, ça la dérange pas du tout. Mais alors du tout. Cette bactérie, qui se prend pour un vampire, est classée dans le phylum des cyanobactéries. Ce qui est rigolo parce que 1, ce sont des algues, normalement, et 2, c'est aussi ce qu'elle mange. Donc elle est un peu cannibale. Ce qui en fait quelque chose d'un peu dégueu. Cette bactérie, qui va être prédateur de certains pathogènes et de certaines algues, elle a été identifiée plusieurs fois dans plusieurs cas de figure. Et vous allez voir que l'histoire de cette petite bête est un peu l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On trouve cette bactérie un peu partout, dans le sol, dans le rumen des bovins, ou voire même dans des incubateurs d'algues, faire du biofuel par exemple. Alors c'est une bactérie relativement mystérieuse, parce qu'elle a été découverte en 72, il n'y a pas tant que ça d'études dessus. Et vous allez voir, je vais le mentionner plusieurs fois. Mais lors de sa découverte en 72, elle a été décrite comme une Bdello vibrio. Bdello vibrio chlorella vorus. Bdello vibrio dont on a une vidéo juste avant, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle a été découverte en Ukraine, il y a quand même un paquet d'années. Et elle a été ensuite placée dans la classe des delta protéobactéries, classe qui n'existe plus. Il va falloir que je parle de ça un jour aussi, mais pas aujourd'hui. Enfin bref, après sa découverte en 72, en 1980, elle a été reclassée, parce que c'est comme ça que marche la biologie. De temps en temps, on reclasse des micro-organismes parce qu'on en sait plus. Elle a été classée comme cyanobactérie du genre des Vampirovibrio, son nom dû à son mode de prédation. Mode de prédation dont vous devez vous douter, vu le nom de la bête. Ça laisse un indice. Je commence à avoir un indice. Contrairement au Bdello vibrio, ces organismes délicats qu'on a vus dans l'épisode juste avant, ce micro-organisme a une stratégie un peu différente. Tout petit peu. Elle va se fixer sur des chlorella, qui sont des cellules d'algues, et elle va en aspirer son contenu, tel un vampire. La table. Avec de véritables crocs, des crocs de bactéries. Lors de sa découverte, on a rapporté qu'une inoculation de cette bactérie avec des algues crée une agglutination et un changement rapide de l'apparence des algues, avec un changement de couleur de l'algue qui allait du vert, puis du jaune, puis du brun, puis mort. On s'est dit, il y a peut-être un lien. Au cours de son infection, Vampirovibrio va se fixer à l'extérieur de sa proie en utilisant les fameux pili de type 4, dont on parle encore et encore, et en injectant, via ces pili, des toxines qui vont dissoudre l'intérieur de la cellule, et cette cellule va se faire aspirer par Vampirococcus. Alors oui, de temps en temps, je dis Vampirococcus et Vampirovibrio, c'est la même. Mais retenez que les pili de type 4, c'est quelque chose que l'on retrouve chez plein de micro-organismes qui sert dans la plupart des cas de la communication ou de l'injection de toxines. Truc franchement pas rigolo. Et on peut dans ce cas-là un peu les résumer à une paille. Bactéries ont des pailles. Les bactéries font des saucisses, on l'a vu avant, les bactéries ont des pailles, et les bactéries crachent de l'acide aussi. Ça on le verra au prochain épisode. Quand on a découvert Vampirococcus, on a congelé des échantillons. Et c'est là qu'il y a une boulette. C'est là qu'on a fait la connerie. À la boulette. Parce que d'habitude, quand on congèle un micro-organisme, c'est quand même dans le but de le réanimer des années plus tard, des mois plus tard. Bref, de le garder au frais pour pouvoir l'étudier un peu plus tard. Sauf que là, il fallait vraiment pas le faire. Parce que les échantillons qui ont été congelés n'ont jamais été réanimés. C'est un peu la boulette. Apparemment, il n'y a aucun article qui dit qu'ils ont réanimé avec succès une culture cryogénisée de Vampirococcus. Ce qui veut dire que toutes les infos qu'on a de Vampirococcus, elles viennent de co-culture. Ce qui déjà est un facteur qui va mettre beaucoup de bâtons dans les roues aux chercheurs, notamment pour extraire de l'ADN, parce que si votre culture n'est pas pure, votre ADN n'est pas pur, et donc ça vous donne beaucoup plus de boulot de différencier à qui appartient quel gène. L'American Type Culture Collection a réussi à isoler du 16S de Vampirovibrio, et a fait quelques analyses dessus, et ils ont montré que justement Vampirococcus est une forme de cyanobactérie, donc pas du tout une delta protéobactérie, diffère complètement. Et vous allez me dire, oui mais au fond on s'en fout. Eh ben non, on s'en fout pas.
Enfin si, mais dans ce cas-là non. Parce que les cyanobactéries ont la fâcheuse habitude de résister très mal à la congélation. C'est-à-dire qu'on arrive très difficilement à les réanimer après les avoir congelés. C'est-à-dire qu'en fait on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On a congelé des échantillons pour les réanimer, on a fait donc une technique qui butait nos échantillons de manière définitive. Pour être plus précis, Vampirococcus fait partie d'une lignée de cyanobactéries non photosynthétiques, la classe des Melenabacteria. Et oui, j'ai eu besoin de le lire. Ça fait 3 fois que j'essaye, j'ai eu besoin de le lire. Cette bactérie ne fait donc pas de photosynthèse. C'est une algue qui ne fait pas de photosynthèse. Ça arrive, il n'y a pas de honte à ça. Ça arrive à tout le monde. Les Vampirococcus peuvent synthétiser des nucléotides et des cofacteurs. En gros, ils ont tout ce qu'il faut pour synthétiser de l'ADN. Sauf que, au niveau des acides aminés, donc ce qui constitue les protéines, ils ont un petit peu plus de mal. Ils ne peuvent en synthétiser que 15. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ce qui n'est pas le minimum dont ils ont besoin. Coup de bol, comme c'est un prédateur, et bien ses proies, elles peuvent lui filer ça. Ça, c'est pour moi. Elle dévore ses proies, donc... Et les acides aminés, elle en a besoin pour synthétiser des protéines et notamment des enzymes. Devinez où elle va aller chercher ces autres acides aminés? Bah chez ses proies. Ce qui tombe bien parce que c'est un prédateur, donc ça marche. Ce qui fait que ces 5 acides aminés restants, eh ben, elle va aller les piquer chez les chlorella, les algues qui traînaient là, probablement pour se venger de ne pas pouvoir faire de photosynthèse. Et la bactérie est rancunière. Mais bref, retenez donc que Vampirococcus est une cyanobactérie qui ne fait pas de photosynthèse et qui va se nourrir d'autres algues. Voilà. Ça au moins, parce que comme elles sont prédateurs obligatoires, elles n'ont pas besoin de se farcir tout le sale boulot. Elles peuvent juste aller bouffer leurs proies qui, elles, synthétisent les acides aminés. Mais justement, voyons comment Vampirococcus s'organise pour boulotter ses proies, parce que depuis le début, je vous parle de prédation, mais je ne vous donne pas plus d'infos que ça. Et bien justement, voyons-le dès maintenant, grâce à une publication qui a décrit ce mécanisme. Je vous mets la publication ici en insert, et vous êtes grand, vous savez chercher sur internet. Et du coup, je vais un peu vous synthétiser les 5 grandes étapes que l'équipe a décrites. Alors, la première étape, c'est de savoir où se trouve sa proie. Pour traquer sa proie, il faut savoir où elle est. C'est quand même plus facile de trouver quelque chose quand on sait où ça se trouve. Et Vampirococcus, elle a tout un tas de mécanismes qui lui permettent de se déplacer. D'une part en activant ses pili, et d'autre part en activant ses flagelles. Ce qui fait qu'elle se déplace de plusieurs moyens de locomotion, soit en agrippant avec ses pili, soit en faisant des espèces de moulinets avec son flagelle. Ce qui est pratique, c'est quand on suit des pistes laissées par les micro-organismes. Et ça s'appelle le chimiotactisme. Chimiotactisme que l'on verra un jour, mais plus tard. Parce qu'en effet, Vampirococcus a un flagelle. Et ce flagelle va lui permettre de nager. Et des pili vont lui permettre de ramper. Et notamment de ramasser un peu toutes les merdes qui traînent autour. Vous voyez un peu ça comme une espèce de serpillère qui va ramasser un peu ce qui traîne, notamment des messagers chimiques, qui vont lui permettre de suivre la bactérie proie. C'est donc ça, en gros, la chimiotaxie, une espèce de flair bactérien, un peu comme si c'était un chien de chasse, mais en bactérie. Notamment, Vampirococcus est muni d'un système d'aérotaxie, c'est-à-dire qu'elle va flairer l'oxygène, ce qui est pratique parce que ses proies se trouvent où il y a de l'oxygène. Ses proies sont des algues, notamment des zones où il y a de l'oxygène et de la lumière, ce qui est très très pratique quand on cherche des algues qui cherchent de la lumière et produisent de l'oxygène. Oui, il y a un lien, ça s'appelle la photosynthèse. Et maintenant, on va voir la phase d'attachement. Je vous rappelle que tout ça, ça a été décrit dans cette publication, et donc je vous invite à aller la consulter si vous voulez plus de détails. Quand elle s'attaque à sa proie, Vampirococcus forme une couche protéique d'adhésion. Elle va s'agripper avec des protéines telles que la protéine TFP, OMPA, et la protéine de domaine de Willebrand. On va expliquer ça, vous inquiétez pas. TFP est notamment connu chez Escherichia coli et Neisseria meningitis, des pathogènes humains fort sympathiques qui s'attachent comme ça aux cellules eucaryotes, qui nous donnent la chiasse par ce mécanisme. TFP, elles servent justement aux bactéries à se fixer. C'est ce qui notamment fait partie de leur facteur de virulence, de leur capacité à nous pourrir la vie. Et ces protéines, chez Vampirococcus, elles servent à pourrir la vie des chlorella, des petites algues. Les OMPA sont des protéines qui sont situées à l'extérieur de la cellule, qui vont s'assembler et former un barylet en 8 sous-unités. Ce sont notamment ces protéines qui sont responsables de la fixation de Escherichia coli au niveau de l'endothélium vasculaire du cerveau, ce qui peut former des méningites. Un truc pas sympa du tout. Et ces protéines, elles permettent justement, en général,
aux bactéries de se fixer sur d'autres protéines telles que la fibronectine, qui est un composant de nos cellules. Je vais pas détailler, mais retenez ça. OMPA, c'est pour se fixer. Le domaine A du facteur de Willebrand. Non mais attends, tu peux pas commencer ta phrase de vulgarisation sur un machin qui a l'air aussi complexe. Réfléchis. Dans ce cas-là, on va dire le facteur A. Voilà, le facteur A, c'est aussi une structure protéique. Et pareil, ce facteur A, il sert également aux bactéries à se fixer à certaines structures. En gros, c'est un motif de protéine avec un nom très compliqué. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez vous donner mal au crâne, la publication est ici. Ou là. Je sais pas. Je vais la mettre là. Voilà. Vous vous doutez bien, mais si la bactérie a trouvé sa proie et qu'elle s'est fixée à sa proie, maintenant elle va commencer à la boulotter. Maintenant, la table. C'est la phase d'ingestion. Une fois attachée, Vampirococcus va aspirer le contenu de sa proie comme si elle avait une énorme paille. À tel point qu'une fois l'affaire terminée, la cellule sera complètement vidée de tout. Tu as laissé quelque chose pour nous? Rien que des morts. Pour faire cette digestion, Vampirococcus utilise pas moins de 123 différentes enzymes. Ce qui fait beaucoup. En même temps, il y a beaucoup à manger dans une cellule quand vous êtes une bactérie. Et ces enzymes, elles vont liquéfier leur proie. Et notamment, elle a une enzyme très intéressante qui s'appelle l'alginate lyase. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que cette enzyme est intéressante? Eh bien, c'est très simple. Parce que l'alginate est un composant commun de nombreuses algues. Algues qui sont, je le répète, les proies de Vampirococcus. Tout est lié. Et notamment, elle va se servir de cette alginate comme source d'énergie et source de carbone. Notamment, cette enzyme, elle serait véhiculée par les pili de type 4. Donc je continue de parler, et donc vous avez juste besoin de savoir que ouais, c'est une serpillère à harpon à injection. Polyvalent, une bactérie. C'est polyvalent. Et justement, ces pili, elles vont permettre d'injecter tout ce petit cocktail détonnant d'enzymes pour digérer la cellule, qui va ensuite se faire boire par Vampirococcus, se vider de tout et ne laisser qu'une espèce de membrane vide et morte. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. C'est moche comme fin. Ah, c'est moche. Une fois que Vampirococcus s'est fait péter le bide, elle va donc commencer à se diviser. Et ce coup-ci, pas de division un peu chelou, juste une division binaire, pas bdello-vibrio. Et elle va se diviser lorsqu'elle est toujours attachée à sa proie, sans gène complet, sans gène. Et bien, comme on peut s'y attendre, Vampirococcus a tout le matériel nécessaire pour se diviser à l'extérieur de sa cellule en suivant une trajectoire plutôt classique. Si ce n'est que, quand même, elle dévore une bactérie, en se prenant pour un vampire. Puis le cycle de vie recommence lorsque la cellule fille de Vampirococcus se sépare, se libère et va nager à la recherche de nouvelles proies. Les cellules vont synthétiser de la flagelle qui va leur permettre de nager, et elle va développer justement tous les mécanismes de résistance au stress ainsi que le chimiotactisme inhérent à sa cellule mère et à toutes les autres Vampirococcus. Puis elle va partir vivre sa vie et traquer d'autres algues qu'elle va vampiriser, et puis elle va continuer de se reproduire et elle va vous siphonner comme ça des milliers et des milliers de cellules d'algues. C'est un prédateur efficace. En conclusion, on a donc la preuve que les vampires existent chez les bactéries, et que la microbiologie est aussi fascinante qu'un peu dégueu, et un peu violente. Les Vampirococcus sont relativement peu étudiés, notamment pour du biocontrôle. Et c'est vrai que je l'ai dit un peu au début, mais on n'en sait pas beaucoup. Alors ils ont quand même un cycle de vie assez particulier, puisqu'ils sont assez régulés, mais ils sont aussi également assez peu connus. En effet, pour les connaître, il faut avoir une coculture, parce qu'ils sont incapables de se développer sans leur proie. Ces micro-organismes sont probablement encore plein de surprises, et nul doute que dans les 10 prochaines années, on en saura encore davantage. Mais notez que c'est quand même relativement difficile d'étudier un micro-organisme quand on n'est pas capable de l'isoler, ce qui est 99% des micro-organismes. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, c'est le deuxième épisode qui va se concentrer sur un prédateur en particulier. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça la fait grossir, tel un... Non, j'ai pas d'idée en fait, ça je la fais grossir et moi ça me fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.